On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire assez dramatique d'une figure qui a vraiment marqué l'histoire de la France et de la Bretagne, Anne de Bretagne. Duchesse par la naissance, elle est devenue reine de France, non pas une, mais 2 fois. Son histoire, c'est avant tout celle d'une lutte, une lutte acharnée pour l'indépendance de son peuple. Voilà la question qui est au cœur de tout. La vie d'Anne, c'est un véritable enjeu politique. Chaque décision, chaque mariage et même chaque enfant a eu un impact direct sur l'avenir d'un duché qui se battait pour sa survie. Alors, plongeons là-dedans pour essayer de comprendre comment son destin personnel est devenu celui de toute la Bretagne. Pour commencer, il faut vraiment qu'on saisisse bien le contexte. Parce que la Bretagne de la fin du XVe siècle, ce n'est pas juste la région qu'on connaît. Non, c'est une entité politique bien à part et très, très convoitée. Il faut s'imaginer un duché souverain, avec sa propre culture celtique, sa propre langue, le breton, et ses propres institutions. Mais juste à côté, on a le royaume de France, bien plus puissant, qui cherche à tout prix à unifier son territoire. La Bretagne, c'est la dernière grande principauté qui lui résiste. La pression est donc immense. Et c'est justement dans ce climat de très haute tension qu'une toute jeune femme se retrouve propulsée au pouvoir. Son histoire personnelle va devenir, du jour au lendemain, une affaire d'État. Regardons cette chronologie, c'est assez parlant. À seulement 11 ans, suite à la mort de son père, voilà qu'Anne hérite du duché. Ce n'est qu'une enfant, mais elle est déjà le symbole de l'indépendance bretonne. Et à peine 3 ans plus tard, les troupes françaises sont aux portes de sa capitale Rennes. La menace est là, directe, immédiate. Face à la défaite militaire qui se profile, la seule issue, c'est le mariage. Mais attention, on ne parle pas d'une alliance choisie. Son premier mariage avec le roi Charles VIII, c'est une manœuvre politique forcée, une sorte de reddition déguisée en union. C'est l'arme ultime pour soumettre le duché. Le point crucial ici, ce sont les termes de ce contrat de mariage. Ils sont d'une dureté incroyable. Non seulement Anne doit épouser son vainqueur, mais elle doit carrément lui céder ses droits sur la Bretagne. Et pire encore, la dernière clause la lie au trône de France pour le reste de sa vie. L'indépendance bretonne, qui avait duré plus de 1000 ans, semble tout simplement anéantie. Mais voilà, l'histoire est pleine de rebondissements. Un coup du sort va offrir à Anne une seconde chance. Une chance complètement inespérée de se battre à nouveau pour son duché. 22 ans. C'est l'âge qu'a Anne lorsque le roi Charles VIII meurt dans un accident en 1498. Comme il n'y a pas d'héritier, la voilà veuve, et soudainement, de nouveau maîtresse de son destin et de celui de la Bretagne. Et elle n'hésite pas une seule seconde, elle quitte la cour de France et elle retourne à Nantes. Son premier geste est à la fois symbolique et très fort, elle restaure la chancellerie bretonne, qui est l'organe administratif du duché. Elle agit non pas comme une reine de France en deuil, mais bien comme la duchesse souveraine de Bretagne. Ce qui est fascinant, c'est quand on compare ces 2 mariages. Le premier, c'était une soumission pure et simple. Le second, avec le successeur Louis XII, c'est une vraie négociation. Anne n'est plus le pion de 14 ans. C'est une stratège politique de 22 ans qui impose ses propres conditions. Elle s'assure que les droits et les institutions de la Bretagne seront respectés. C'est une immense victoire diplomatique pour elle. Mais le pouvoir d'Anne, il ne s'exerçait pas seulement à travers la politique. Elle a su utiliser les arts et la culture comme un très puissant instrument d'influence. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de goût personnel. Chaque manuscrit commandé, chaque poème financé, c'était une déclaration politique. En soutenant les arts, elle affirmait non seulement son propre pouvoir, mais aussi la vitalité et la singularité de la culture bretonne face à l'énorme influence française. C'était du soft power avant l'heure. Et cette citation le montre très bien. Son influence n'était pas que culturelle. Pendant que Louis XII était parti mener les guerres d'Italie, c'est elle qui assurait la régence en France. Elle correspondait directement avec les papes, les rois d'Europe. Elle était, sans l'ombre d'un doute, une actrice politique de tout premier plan. Après une vie aussi intense, quel héritage est-ce qu'Anne a laissé ? Et c'est là que son histoire devient encore plus complexe, et même assez débattue. Cette image illustre parfaitement la dualité de sa vie. Sa mort elle-même est un symbole. Son corps, en tant que reine de France, repose à Saint-Denis, avec les autres rois. Mais son cœur, et c'est un acte testamentaire très fort, est renvoyé en Bretagne, une division qui capture à la perfection sa double identité. Reine de France par devoir, mais duchesse de Bretagne de cœur. Et voici l'ironie un peu tragique de son histoire. Malgré tous ses efforts, c'est finalement sa propre lignée qui va sceller le destin de la Bretagne. Sa fille, Claude, qui a été mariée au futur François Ier, va transmettre le duché à la couronne française, ce qui mènera à l'union définitive en 1532. C'est bien pour ça que son héritage est si contesté. Pour une partie de la Bretagne, elle reste le symbole ultime de la résistance, la duchesse qui s'est battue jusqu'au bout pour l'indépendance. Du point de vue français, elle est plutôt vue comme l'artisane de l'unité nationale, la reine qui a permis le rattachement finalement pacifique du dernier grand fief. 2 perspectives, 2 lectures pour une seule et même femme. Ce qui nous ramène à notre question finale.
Anne de Bretagne a-t-elle été une héroïne patriotique qui a tout tenté pour sauver son pays, ou bien, par ses mariages et par ses enfants, est-elle devenue, sans le vouloir, celle qui a creusé la tombe de l'indépendance bretonne? C'est tout le paradoxe qui continue de faire d'elle une figure aussi fascinante de notre histoire.